Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 417 du podcast Jean Actu. Alors Mathé, très heureux de vous retrouver après un petit mois de pause pour nos podcasts NFL, évidemment pas nos podcasts draft qui eux sont présents en force et qu'on salue bien évidemment. À mes côtés aujourd'hui, il y a un petit nouveau, même si vous l'avez déjà entendu dans quelques podcasts. Lucas Vola est avec nous. Bonjour Lucas. Salut tout le monde, salut Alain. Il se fait appeler, je l'ai entendu, l'enfant du béton dans un autre podcast. Il est de retour avec nous, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut Lucas, salut à tous. J'ai envie de faire dans la surenchère l'enfant du béton, donc c'est dans Micro-ondes. Est-ce qu'on peut t'appeler peut-être le prince du RER ici? du métro du coup plutôt même que du RER. Mais d'accord, l'empereur de la ligne 13 donc. Ah ouais, écoute, titre que j'accepte volontiers, allez. Bon, Lucas et Raphaël, du coup, on peut faire un peu d'auto-promo pour vous. Il y a le podcast Micro-ondes en ce moment qui se déroule en marge de la saison. Je ne sais pas combien d'ailleurs de Top Chef. Ils en sont à 12. 12, vache. Donc, toutes les semaines, vous débriefez Top Chef avec notamment Raoul, que les auditeurs de Touchdown Actu connaissent aussi, avec Ben, le graphiste de Touchdown Actu. J'oublie, il y en a d'autres qui vous tournez pas mal. Nelson nous a filé un coup de main sur un podcast. Seb, que vous pouvez lire aussi sur le site, pourrait bien nous filer un autre coup de main. Donc voilà, petite brigade d'amateurs de l'émission, on va dire. Et vous invitez en plus, vous avez des invités directement, les participants. C'est Pierre, hein, c'est ça, que vous avez eu dans le dernier? Ouais, c'est ça. Et on devrait en avoir d'autres sans spoil d'ici la fin de saison de Micro-ondes podcast. Donc voilà, petit plaisir, donc n'hésitez pas. Une nouvelle aventure, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Micro-ondes avec un S, si je ne dis pas de bêtises. Hein, ouais. Voilà, il y a jeu de mots. On voit que c'est Sébastien d'ailleurs qui gère les titres des émissions, si je ne dis pas de bêtises. Non, même pas. Pour le coup, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le titre Micro-ondes a été trouvé par Lucas. D'accord, autant pour moi. Je pensais surtout à Chute de Pierre ou au titre des émissions, parce que je voyais des jeux de mots. Ah, ouais. Je sais que Sébastien aime bien ça. Non, c'est souvent la rédaction en fusion, un brainstorm. Très bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur Micro-ondes. Nous, on va parler Free Agency NFL, début des négociations le 15 mars, début des signatures le 17 mars. Ça va donc aller très vite. Voilà pour les dates. On a pris un petit risque, on vous le dit, on enregistre le mardi, donc juste avant les franchise tags, la fin des franchise tags, qui en plus pourrait être repoussée parce que la Ligue n'a pas encore défini la limite salariale. Donc, on est un petit peu dans l'expectative, mais je pense que depuis un an, tout le monde a l'habitude. Donc, vous nous excuserez un tout petit peu d'incertitude sur l'émission. Le plus important, c'est qu'on est de retour ensemble. Et premier jingle. Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Ce n'est plus Trent Brown des Oakland Raiders, ce n'est plus Trent Brown des Las Vegas Raiders, c'est désormais Trent Brown des New England Patriots. On va en reparler, mais ce n'est pas tout à fait le sujet tout de suite. On commence, messieurs, avec la grosse actu de ces derniers jours, c'est la re-signature de Dak Prescott à Dallas, 4 ans, 160 millions de dollars, 126 millions garantis, 40 millions par an en moyenne. Et surtout 75 millions dès la première année. Dak Prescott restera donc à Dallas. Est-ce qu'on est vraiment surpris? On va demander à Lucas, qui est le plus récemment arrivé dans l'émission. À toi l'honneur. Non, on n'est pas surpris. On se disait que, en fait, peut-être c'est la meilleure chose qui avait pu arriver. C'était sa blessure, entre guillemets, bien entendu. Mais c'est vrai que quand il s'est blessé, on s'est dit qu'il n'y avait plus de doute que les Cowboys allaient le re-signer. Après, les détails du contrat, ils arrivent au fur et à mesure. Tu en as donné beaucoup. C'est peut-être la structure du contrat qui est un petit peu surprenante, encore que, mais qui signe avec beaucoup d'argent. Ça fait partie des très bons quarterbacks de la Ligue. Moi, je ne suis pas surpris, non. Raphaël, c'est
enfin pas la bonne affaire parce qu'on va revenir sur l'argent, mais c'est le plus logique pour tout le monde, j'ai l'impression. Oui, je partage le point de vue de Lucas. On l'a vu, on le voit depuis des années. Il n'y a pas assez de quarterbacks talentueux de haut niveau en NFL. Enfin, toutes les équipes ont du mal à en trouver. Dallas en a un. Alors, on peut avoir des doutes ou pas sur Prescott, son vrai niveau. Néanmoins, il fait partie des bons quarterbacks de cette ligue. On a quand même vu que l'attaque de Dallas a complètement chuté l'an dernier quand il a dû quitter le terrain sur blessure. Il les a portés 4 semaines à bout de bras et de très belle manière. Il est très bon, il est bon, voire très bon depuis qu'il est dans cette équipe titulaire. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise à le re-signer et à lui donner l'argent. C'est un quarterback, il faut le payer. Oui, de toute façon, le contrat a l'air stupide, mais tous les contrats de quarterback ont l'air stupides tous les ans quand ils signent. On fait le même préambule tous les ans pour les émissions Free Agency, j'ai l'impression, non? Ouais, il y a un peu de ça. Je suis assez d'accord. Alors effectivement, peut-être qu'il est un peu beaucoup chargé sur les premières années là qui arrivent. Après, on n'a pas encore tous les détails, on ne sait pas non plus les clauses de sortie à chaque fois que tu peux avoir dans certains contrats, comment ça se passe. Donc, faudra. Plus t'en mets beaucoup au début, plus vite tu peux sortir. En théorie, oui. Donc, si je suis à logique, Lucas. Et puis j'ai l'impression surtout, pour revenir au terrain, surtout qu'il progresse. J'ai l'impression que chaque année il progresse. Et du coup, c'est vrai que s'il continue comme ça, après, c'est vrai que c'est un risque que les Cowboys prennent. Mais s'il continue de progresser, déjà qu'il est bon, il peut devenir vraiment très bon. Et peut-être que d'ici 2 ans, on se dira c'était plus si ridicule que ça. Enfin, ridicule, c'est fort, mais c'était plus aussi risqué que ça de mettre autant d'argent, quoi. Il y a un autre paramètre d'ailleurs que j'ai vu passer, alors je ne sais plus sur quel média américain, mais qui supposait, je ne suis pas très fan des suppositions, mais qu'en gros c'était aussi Jerry Jones qui dévoilait un peu en avance la surprise qu'il allait avoir un très très gros contrat télé de toute façon et qu'il savait que ça allait augmenter et qu'il pouvait se le permettre. Ce qui n'est pas idiot, hein. Jerry Jones est tout aussi au courant de tout ça que n'importe quel propriétaire NFL à mon sens, donc voilà, peut-être qu'il sait aussi ce qui va se passer. Après, c'est sûr que de prime abord, on peut se dire que maintenant, il va falloir être malin pour renforcer la défense, qui restait quand même le problème majeur. Ils prennent quasiment 30 points par match l'an dernier, quasiment 400 yards, ils sont à 386. Donc, ça solutionne quand même pas grand-chose pour Dallas, non? C'est aussi ça le truc, c'est que c'est du stand-by, quoi. Tout le monde continue parce que c'était la chose à faire. Ouais, oui, c'est du stand-by. Ouais, ça solutionne pas grand-chose, surtout que… Vas-y, Lucas. Vas-y, Lucas. Il y a eu un petit lag. Ah oui, je réfléchissais à savoir si ça solutionnait. Du coup, j'ai mis un peu de temps, mais oui, ça solutionne pas grand-chose parce que, comme a dit Raph, les 4 premières semaines, il était incroyable. Et pour autant, ça les a pas forcément fait gagner ou mis dans des positions où ils étaient confortables. Donc, en fait, même s'il est aussi fort l'année prochaine, s'ils ont la même défense, ils pourront toujours pas faire grand-chose. Donc oui, c'est vraiment la défense maintenant sur laquelle il faut réfléchir. C'est ça. Raphaël, tu disais. Disons, si on veut être optimiste, ça solutionne dans le sens que tu as quand même ton quarterback engagé sur plusieurs années, ton quarterback titulaire. Donc malgré tout, c'est mieux qu'une partie des équipes de la Ligue, j'ai envie de dire, qu'au rien à ce poste. Après, oui, je rejoins Lucas, ça solutionne pas tout dans le sens où tu as encore une défense qui doit être renforcée. Alors même si un nouveau coordinateur défensif, on sait, ça peut aussi avoir une influence positive là-dessus. Peut-être qu'il peut faire progresser les joueurs. On verra à ce niveau-là ce que ça va donner. Tu as une ligne vieillissante à renforcer. Après, voilà, ils ont d'autres solutions. Il y a la draft, etc. C'est à eux maintenant de trouver les solutions pour l'accompagner, mais c'est pas non plus, enfin, ça me semble pas être. Je préfère avoir le quarterback et chercher les solutions autour pour l'accompagner que attendre le Messi. C'est sûr. Alors ça peut marcher, hein. On a vu Tampa Bay. Tampa Bay est tombé au bon moment, toute l'équipe était construite et le Messi est arrivé. Mais je suis pas sûr que 32 équipes puissent attendre se construire de cette manière-là. Donc bon. Pas sûr que ce soit un modèle de construction en effet à reproduire. On parlait de défense de Dallas, on va parler en défense du côté d'Arizona. C'était un des gros poissons de la free agency en avance puisqu'il a été coupé par les Texans et qu'il pouvait signer très rapidement avec qui il souhaitait. J.J. Watt a signé avec les Cardinals 2 ans, $31 millions, 23 millions garantis. Est-ce qu'il a fait un choix du titre ou de l'argent? Puisque on laissait entendre qu'il n'était pas content à Houston parce qu'il ne pouvait pas jouer le titre. Il signe à Arizona. Est-ce qu'il joue le titre tout de suite? Lucas, il hoche la tête. Ouais, les deux hochent la tête. Après, il n'est pas sûr non plus. Ouais. Il a plus de chances de jouer le titre à Arizona. Maintenant, c'est vrai que si on suppose que beaucoup d'équipes étaient parmi 10 ans, on suppose qu'il y avait quand même des équipes qui étaient plus en mesure de jouer le titre qu'Arizona.
Donc, et peut-être que c'était des équipes qui offraient pas autant d'argent. Donc, il a peut-être fait un entre les deux, mais bon, on a du mal à le voir gagner le titre cette année, mais après, on ne sait jamais. En tout cas, il prend un beau contrat. Raphaël, tu es un peu dans le même esprit, si je comprends bien. Ouais, je suis dans le même esprit. Effectivement, c'est un choix en partie financier à 23 millions garantis de mémoire. Oui, c'est ça. C'est quand même une sacrée somme pour un joueur de son âge avec son passif de blessure des dernières saisons, même si l'an dernier, il est un peu mieux revenu à ce niveau-là. Ça reste une très jolie somme. Donc forcément, ça l'a motivé. Après, voilà, les Cardinals étaient vus comme des potentiels contenders en playoff l'an dernier. Ils passent un peu à côté, mais ils sont pas non plus si loin que ça d'aller en playoff. Bon, il rentre dans une division qui est quand même ultra concurrentielle a priori sur le papier. Je vais me permettre de troller, je vous avance une théorie. C'est troll, mais pas tant que ça. Pour moi, il revient à Houston il y a 3-4 ans, quand Watson était jeune, qu'ils avaient une grosse défense, DeAndre Hopkins en l'occurrence d'ailleurs, qui est toujours là. Non mais tu vois, il a une bonne équipe en devenir avec un jeune quarterback talentueux dont on ne sait pas encore. Mais voilà, parce que là, du coup, ils vont avoir une meilleure défense. Chandler Jones, Hassan Reddick s'y revient, DeAndre Buda Baker. Voilà, Buda. Les Baker, je les mélange tous maintenant. Donc Buda Baker, ils peuvent avoir une très bonne défense, une attaque potentiellement c'est meilleur encore qu'Arizona, que Houston il y a quelques années. Mais tu vois, l'idée, c'est une équipe, oui, border playoff, qui va. Mais bon, et pour moi, il ne joue pas le titre, il ne va pas chasser une bague. Après, bon, pourquoi pas, hein, c'est aussi à son honneur. Il prend une sorte d'entre-deux avec un challenge. Il ne va pas s'écraser pour le salaire minimum à Tampa, quoi. Ce qui est tout à fait à son honneur aussi. Après, il pourra le faire peut-être plus tard. Je ne me rappelle plus quel âge tu as dit qu'il avait, mais il a peut-être qu'il se dit bon, je prends encore un petit peu d'argent et à la dernière minute, je signerai un an minimum vétéran. Je ne sais pas. Il a 31 ans, ouais. 31 ans, ça laisse un petit peu. Voilà, il sera plus ce qu'il est maintenant peut-être, mais peut-être il aura une dernière chance de re-signer un contrat quelque part. Non mais, et puis après, le mec vient du Wisconsin. Bon, tu te dis, il a froid, machin et tout. Mais peut-être qu'à Houston, il s'est habitué à avoir chaud et qu'il trouve pas ça immonde. Hein. Donc peut-être qu'il s'est dit, ouais, Cleveland, Buffalo, tout l'hiver. Peut-être qu'Arizona, c'est bien aussi, quoi. Donc je sais pas. Quand tu as été blessé souvent dans ta carrière, que tu dois avoir la moitié des articulations qui grincent. Après, il y a d'autres équipes où il faisait chaud, peut-être. Ouais, il y en avait peut-être d'autres, mais Lucas a raison. Au final, vu son âge, faut pas forcément le voir non plus comme son dernier contrat à tout prix en NFL. Hein. Donc, du coup, la solution peut-être entre deux, argent et challenge malgré tout sportif, pas le plus simple, pas la voie vers le Super Bowl, mais une voie avec un challenge quand même. Ça peut être le bon entre deux avant le vrai contrat. Le contrat. Bon, à voir. Non, mais oui, tu as raison. C'est pas son dernier contrat. C'était peut-être sa dernière chance de prendre un beau chèque. Et après, il y aura le dernier contrat. Donc, ça a du sens à ce niveau-là. Après, on l'a dit, en défense, c'est quand même plutôt pas mal sur le papier Arizona. Alors, Hassan Reddick est libre. Il a fait une belle saison en l'absence de Chandler Jones. Mais rien qu'avec Jones et Baker, s'ils sont à leur meilleur niveau, il y a un potentiel pour une belle progression du côté des Cardinals. Ouais, surtout que en plus il a fait une belle saison l'année dernière quand même. Raph le disait, il revient plutôt bien. C'est vrai qu'il a été pas mal blessé, mais il revient bien. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il était terminé. C'est sûr qu'il n'est plus le joueur qu'il était. C'est plus, mais dans une belle défense, il peut jouer un peu maintenant à l'intérieur, à l'extérieur. Il est plutôt encore plus polyvalent qu'en début de carrière. En tout cas, du point de vue des Cardinals, c'est une belle acquisition. Et il a joué plus de 90% des snaps défensifs l'an dernier à Houston, donc il a retrouvé la santé en plus. Donc Raphaël, toi, les perspectives de cette défense d'Arizona sont plutôt encourageantes, non ? Oui, c'est comme Lucas le dit, il a un jeu peut-être encore plus polyvalent, il apporte encore des choses sur le terrain, il apporte des choses dans le vestiaire en plus. Enfin, on le voit, mine de rien, c'est quand même tu sais que tu as un leader, un travailleur, un bosseur, un mec qui va tout donner pour l'équipe. Donc, dans la perspective d'une équipe qui joue pour les playoffs, qui joue pour le titre, ce genre d'ajout, ne peut pas être négatif à mon sens. Enfin, je vois. Pour moi, tu te plantes pas en le faisant venir. Au pire, il donnera peut-être pas autant que ce que tu imaginais, mais c'est pas un joueur qui va te plomber. Et donc ça va marcher. N'oublions pas, même si je sais que beaucoup de fans n'aiment pas ce genre d'argument, mais ça reste aussi un argument marketing. C'est pas anodin. Les Cardinals, c'est pas non plus l'équipe la plus flashy de la ligue, c'est pas l'équipe la plus médiatique, la plus vendeuse. Tu rajoutes Watt, c'est un apport aussi à ce niveau-là.
Voilà, c'est plein de choses que tu prends dans ce package-là. Pour moi, c'est un bon coup. C'est un bon coup. On va passer à une autre opération, peut-être un peu moins de temps, mais qui a eu lieu juste avant l'émission. Trent Brown de retour à New England, le tackle envoyé en compagnie d'un 7e tour en échange d'un 5e tour. Donc les Raiders récupèrent, les Raiders récupèrent un 5e tour, pardon, je ne dis pas de bêtises. Visiblement, c'est pour la draft de 2022. Si ça demande à être confirmé, bon, de toute façon, pour la confirmation, pour la compensation, je suppose que c'est pas urgent. Donc Trent Brown qui ne sera resté que 2 ans finalement aux Raiders, qui réorganisent complètement leur ligne offensive puisque Richie Incognito était déjà parti. Enfin voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est un retour pour pas cher du côté de New England, qui avait en plus pris, je crois, des choix compensatoires quand il était parti. Donc, grosso modo, il revient pour quasiment rien. Ça, c'est la sauce habituelle de New England. Ils se débrouillent toujours bien avec ça. Mais au moins, ils sont en train de se constituer plutôt une ligne offensive plutôt correcte, et surtout de se parer en cas de départ de Joe Thuney, dont on parlera, qui est free agent. Bonne opération. Il n'y a pas d'énormes choses à dire là-dessus. Quand il est en bonne santé, c'est une très bonne opération pour New England, Lucas. Oui, du point de vue de New England, c'est très bien. Surtout que, ouais, tu disais, il y a Joe Thuney qui est free agent, on en reparlera, mais il devrait potentiellement partir. Il y a David Andrews qui est le centre qui est free agent aussi. Donc, ils ont du travail à faire un petit peu sur leur ligne offensive. Ils ont Isaiah Wynn qui est très bon depuis qu'il joue. Parce que, voilà. Donc, non, ils ont. La ligne offensive, c'est important. C'est pas qui sera derrière, mais c'est important surtout à New England. Et avec le retour de Trent Brown, franchement, c'est très bien joué. Et puis en plus, comme tu le disais, à la sauce New England, comme d'habitude, les joueurs s'en vont pour cher et ils reviennent pour moins cher. Espérons qu'ils soient aussi bons que quand ils rejouaient, mais c'est très bien joué. Ouais. Raphaël, en dehors des craintes donc, de blessures, qui ont l'air d'être la cause de son départ des Raiders. J'avoue que j'étais un peu surpris parce que ça reste un bon joueur. Il y avait un gros salaire autour de 15 millions. Ouais. Là, il accepte une année pour 11 millions à New England. Mais sur le papier, ça peut être une bonne affaire. Oui, vous l'avez dit tous les deux, c'est une affaire a priori qui peut marcher si bien sûr il sort un peu de ce souci de blessure qu'il n'avait pas eu à New England justement. Il était passé au travers de ça, donc peut-être que la préparation physique de New England, tout ça lui correspond mieux et ça lui va mieux. À voir sur quel poste il jouera, parce que c'est vrai qu'a priori comme ça, moi le poste de tackle à New England me semblait plutôt fixe et complet avec Isaiah Wynn et le rookie de l'an dernier. Je crois que Wynn est drafté pour être garde à la base, non ? Alors, en fait, Wynn, il est drafté pour être garde. Il a joué left tackle l'année dernière. À droite, c'était Marcus Cannon, je crois, qui pourrait partir parce qu'il coûte cher. Et ils ont Michael Onwenu, je crois, c'est le rookie qui agent, qui est rookie, ouais, qui a été très bon et qui pourrait prendre la place de Cannon à droite. Mais maintenant, si Trent Brown est arrivé, il pourrait jouer tackle droit et passer Onwenu garde ou wing garde. Ça leur donne en tout cas de la flexibilité. Voilà, si Tunis s'en va. Bon. Donc une bonne opération. Et puis du côté des Raiders, par contre, un peu moins, ou en tout cas les signatures, notamment, on a vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux après ce départ, le bilan de Mayock Gruden sur leur première Free Agency 2019, où ils avaient fait venir Antonio Brown, Richie Incognito, Vontaze Burfict et donc Trent Brown. Et en l'occurrence, tout le monde est parti. C'est pas un bilan très très folichon, et la ligne offensive qui était quand même plutôt une de leurs forces ces dernières années se retrouve quand même complètement en reconstruction. Si je dis pas de bêtises, il reste que Colton Miller et Rodney Hudson, le centre quand même. Voilà. Ouais, mais oui, non, il n'y avait pas d'histoire de contrat pour Hudson, non, lui il reste, c'est bon. Ouais, a priori il reste. Mais Gabe Jackson, par contre, l'autre garde a été viré, donc c'est quand même les deux gardes titulaires et le tackle. Alors malgré ses blessures, mais le tackle Trent Brown, ça fait 3 hommes de la ligne offensive pour une escouade qui était un des points forts clairement de cette équipe. C'est un pari audacieux du côté de Las Vegas. Clairement. En parlant des paris, on va parler franchise tag, messieurs. Alors encore une fois, il y en a quelques-uns qu'on ne va pas avoir dans l'émission parce qu'on enregistre juste avant la deadline, mais on en a déjà quelques-uns. Je vais tous vous les citer et on va revenir un petit peu en vrac dessus, ou en tout cas sur ceux qui vous ont marqué, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont assez logiques. Brandon Scherff, le garde de Washington, a été tagué pour la 2e année de suite. Justin Simmons, le safety des Broncos, tagué, c'est la 2e année de suite aussi, non d'ailleurs ?
Ouais, pour Justin Simmons. Tyler Moton, le tackle des Panthers, tagué. Chris Godwin, receveur des Buccaneers, tagué. Marcus May, safety des Jets, tagué. Et enfin, celui-là, on peut commencer quand même, c'est le plus surprenant. Cam Robinson, tackle des Jaguars, serait au moment où on se parle sur le point d'être tagué. Donc 14 millions pour le joueur de 25 ans, qui n'est pas non plus un des meilleurs tackles de la ligue, on ne va pas se le cacher. Non, c'est pas un des meilleurs tackles de la ligue. Maintenant, comme on en parlait un peu en off ensemble, il arrive une année où les Jaguars ont beaucoup de masse salariale libre, malgré la baisse de celle-ci et la baisse du plafond salarial. Donc, finalement, pour Jacksonville, avec un quarterback rookie, a priori, qui sera Trevor Lawrence, garder un an de plus, se donner un an de plus pour voir ce que tu fais de ton tackle, qui a de l'expérience, qui va pouvoir le protéger, montrer tout ce qu'il vaut. Pour moi, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et tu prends pas de risque sur cette année, tu prends pas de risque pour ton quarterback rookie et voilà quoi. C'est surtout gagnant pour Robinson. Ce qu'on disait avant l'émission, c'est le mec qui a gagné à la loterie. C'est bon, on a plein de thunes cette année. Allez, vas-y, on lui file les 14 au lieu des, je sais pas, 5 ou 7 qu'il vaut, tu vois, ou des 10. Bon, c'est pas grave, on n'est pas à 4 millions près, quoi. Je veux pas être démago, mais ces 4 millions auraient sûrement pu servir à mieux que payer Cam Robinson. Enfin, pas à mieux, c'est méchant pour lui, mais à plein d'autres choses en tout cas. Lucas, qu'est-ce qui ressort pour toi dans ces franchise tags? Je ne sais pas si tu en as parlé, Chris Godwin aux Buccaneers. Ça ressort parce que il allait être free agent forcément. Ça allait être un des très bons, allez, on va dire peut-être du top 3, top 4 receveurs qui arrivait en agent libre. On sait qu'il a fait une très bonne saison, qu'il avait été très bon aux Buccaneers. Il a été l'une des raisons pour lesquelles ils ont gagné, donc c'est bien de le garder. Ça veut dire probablement qu'Antonio Brown ne restera pas. Mais voilà, je sais pas combien c'est le franchise tag pour les receveurs, mais ils avaient un petit peu d'argent. Ils ont décidé de le mettre sur Godwin. Je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, encore une fois, il reste un an. Brady, il devrait peut-être restructurer son contrat, mais voilà, il lui reste on sait qu'il ne va pas rester sur 10 ans. Donc, ça lui donne un an encore Godwin à Brady. Et puis, on verra l'année prochaine pour réfléchir aux armes aux Buccaneers. Ouais, on rappelle en effet que Antonio Brown et Rob Gronkowski aussi sont free agent pour ces Buccaneers. Après, c'est pas à exclure que Brown revienne pour pas cher. Bon, on en reparlera dans la suite de l'émission de ces cas-là. Mais Raphaël, qu'est-ce que tu retiens toi du coup? Bon, on a parlé de Cam Robinson, mais donc Chris Godwin, Taylor Moton, Justin Simmons, Marcus May, Brandon Scherf. Écoute, je retiens quand même sur le poste de safety, Justin Simmons et Marcus May, les deux des meilleurs safety potentiellement disponibles qui sont retenus par leurs équipes et à mon avis à juste titre parce que les franchise tags pour les safety sont pas si chers que ça. Enfin, Simmons, malgré que ce soit le deuxième de suite, va être autour de 13 millions. 13 millions pour avoir à l'année un des tout meilleurs safety de la ligue et te donner peut-être encore un peu plus de temps pour le re-signer. Moi, ça me semble être quand même une bonne opération pour Denver. Donc ouais, vraiment la bonne affaire pour les deux safety et donc les deux équipes. C'est ce que je retiendrai. Et par contre, juste peut-être en petit bémol, c'est plus la gestion de Brandon Scherf par Washington. Deuxième année de suite le tag. Là, pour le coup, pour lui, de mémoire, ça va être autour de 18 millions. Je suis un peu plus étonné par cette gestion parce que si tu penses que ton garde, si tu es prêt à lui filer 18 millions sur un an, pourquoi tu n'arrives pas à te mettre d'accord avec lui sur un salaire plus bas, longue durée? Bon, un peu plus étonné par cette gestion-là, mais bon. C'est dingue ça, dis donc, il y aurait des mauvais gestionnaires du côté de Washington. On précise pour les côtés mathématiques, il y a beaucoup de joueurs qui sont tagués pour la deuxième année de suite et ça facilite le calcul en fait parce que quand ils sont tagués pour la deuxième année de suite, c'est 120% de leur salaire de l'année d'avant. Donc c'est très net, il n'y a pas besoin d'attendre de savoir quel est le salary cap. On ne sait pas exactement au moment où on enregistre quel est le tag pour les joueurs tagués la première fois puisqu'il est calculé par rapport au salary cap qui n'a pas encore été officialisé par la NFL au moment où on se parle. Donc, en effet, pour Simmons ou Brandon Scherf, par exemple, on connaît exactement le prix de leur deuxième franchise tag parce qu'il est calculé sur leur salaire de l'année dernière. Voilà, c'est toujours aussi simple, la période de la free agency avec les contrats, tout ça. On fait ce qu'on peut pour essayer d'être clair. Je sais qu'on a répondu ces derniers jours même à des messages privés sur Twitter ou des choses comme ça, les gens qui nous demandent comment ça fonctionne. On essaye d'être clair aussi dans les messages privés, mais des fois, c'est vrai que moi, je me fais coller, tu vois, des fois dans les messages privés parce que il y a des fois, il y a des complications sur les contrats pas évidentes à expliquer. Ça, c'est pour le franchise tag. Mais si on va parler un peu quarterback quand même, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs depuis le Super Bowl, mais pas tant de free agent que ça. Alors d'abord, je vous propose de parler de ce qui s'est passé au cours du mois écoulé, parce qu'on n'a pas eu d'émission NFL. On a beaucoup parlé draft, mais il y a quand même un petit mec qui s'appelle Matthew Stafford qui a atterri aux Rams. 2 choix du premier tour, un choix du troisième tour et Jared Goff.
Est-ce que Stafford… Alors, est-ce que vous voulez parler d'abord de la compensation ou de Matthew Stafford? Va-t-il enfin pouvoir toucher le haut niveau et comment dire, montrer à tous qu'il est le meilleur quarterback de moins de je ne sais plus quel âge il a? Raphaël, allez. Stafford, je sais que tu aimais bien. Là, il a quand même une belle occasion. Oui, non, mais moi, c'est un joueur globalement que j'aime bien. J'ai peut-être jamais été enthousiasmé comme un certain Grégory de mémoire par le joueur, mais en tout cas, clairement, pour moi, c'est un très bon quarterback. On a hâte de le voir quand même entre les mains de Sean McVay, dont on avait le sentiment peut-être qu'il n'arrivait pas à faire exprimer à Jared Goff tout le potentiel, enfin voilà, qui était peut-être pas totalement satisfait par Jared Goff et toutes les opportunités. Donc là, forcément, en tout cas, ça confirme le choix de Los Angeles de tout tenter depuis 2-3 ans pour obtenir cette bague, quoi qu'il en coûte, au point de peut-être mettre le péril de la franchise dans 3-4 ans en grosse difficulté. Mais bon, c'est assumé de leur part, ils vont là-dessus. Donc moi, on verra ce que ça donne, mais clairement, j'ai hâte de voir. Ça fait vraiment partie des équipes que tu as envie de voir à la rentrée. Matthew Stafford, en plus, avec son style un peu californien aussi, tu as envie de voir ce que ça va donner là-bas. Alors, je prends le contre-pied pour relancer Lucas. Je me fais l'avocat du diable. Stafford, il n'a qu'une seule saison à plus de 100 d'évaluation dans sa carrière et c'est une saison où il a joué que 8 matchs. Est-ce que finalement, ils n'ont pas payé beaucoup trop cher et est-ce que Sean McVay va réussir à en tirer suffisamment? C'est une bonne question. La réponse démagogique, c'est de dire on verra, c'est l'avenir qui va répondre à cette question. Mais moi, je suis plutôt de l'avis de Raph. J'aime bien Stafford. Alors, c'est vrai que les stats dont tu parles ne sont pas forcément en sa faveur. Mais moi, j'aime bien Stafford. Il n'a jamais eu non plus l'entraîneur ou vraiment tout qui était en place pour performer. Là, il les a. Donc, voilà, la pression, ça sera sur lui et sur McVay parce que McVay, c'est pareil, il fait une saison magnifique où il amène l'équipe au Super Bowl. Ensuite, il est en difficulté, on se dit que c'est Goff et qu'il ne peut pas exprimer tout ce qu'il veut faire offensivement parce qu'il a un quarterback qui le limite. Là, il n'a plus cette excuse. Donc, les deux ont beaucoup de pression, les deux, parce que maintenant, il faut que ça marche. Il faut que ça marche après. Je pense que ça peut marcher. Ouais, pour aller dans ton sens, j'irais jusqu'à dire qu'il y a même presque plus de pression sur McVay que sur Stafford, parce que depuis le temps qu'on dit il lui faut un quarterback, depuis la fin de la saison Super Bowl où Goff avait un peu calé, là clairement il n'aura plus d'excuses non plus. Goff à Détroit, parce qu'il fait aussi partie de l'échange, il va dans l'autre sens. Est-ce qu'on lui donne une chance ou est-ce qu'il va clairement au casse-pipe? On peut le dire comme ça, hein. Il arrive dans une ambiance, dans une franchise qui n'a pas toujours été facile pour les quarterbacks. Écoute, l'avantage, c'est que pour le moment, il n'a pas de concurrence. Donc, de toute manière, il va pouvoir montrer ce qu'il vaut en dehors de Sean McVay, il va pouvoir vraiment faire étalage de ce qu'il vaut ou pas en NFL. Donc, on va voir. Une relance facile pour Lucas. Est-ce que tu penses que Goff peut gagner un titre à Détroit avant Sean McVay et Stafford? La vengeance. Dès l'année prochaine, ils seront contenders. Non, mais c'est ce que je disais à Raph. Avec quoi, en fait, il va pouvoir montrer ce qu'il vaut, mais avec quoi? Il n'y a pas grand-chose à Détroit. Nouvel entraîneur, ça peut tout changer, mais globalement, ils sont à quelques années d'être au moins candidats au playoff, quoi. Donc moi, je suis vraiment très pessimiste parce que de base, Goff, je suis pas un grand fan. Donc en plus, dans une situation très compliquée comme ça, Raph, tu disais qu'on a hâte de voir les Chargers les Rams et Stafford. J'ai pas vraiment hâte de voir les Lions et Goff. Exactement. Autre échange, Carson Wentz va aux Colts contre un choix du 3e tour et un choix du 2e tour qui deviendra un choix du 1er tour s'il joue 75% des snaps offensifs ou s'il joue 70% des snaps offensifs et que l'équipe va en playoff. J'aime bien, c'est vraiment toujours ça. On l'avait venu. Alors celui-là, on l'avait vraiment vu venir de très 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 loin. Il semble qu'il fallait vraiment juste se mettre d'accord sur la compensation parce que tout le monde savait ce qui allait se passer. Ça semble être la meilleure solution pour tout le monde. La question maintenant, c'est de savoir si on y croit et si Carson Wentz a une chance de complètement se relancer dans une équipe des Colts où là, il ne pourra pas se plaindre de ne pas avoir de ligne, pour le coup, Lucas. Oui, là par contre, il a ce qu'il faut. Il a une ligne, il a un jeu au sol, il a un entraîneur, il a une défense. Là, globalement, il y a tout ce qu'il faut.
Après, je vais laisser Raph parler parce qu'il est bien plus au fait que moi de la situation des Colts. Il a préparé la War Room, si je me trompe pas. Mais en tout cas, oui, c'est très bien joué. Après, les Colts, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir Patrick Mahomes pour être très sérieux. Philip Rivers, l'année dernière, fait une bonne saison sans être exceptionnel. J'ai trouvé qu'il avait fait une bonne saison sans être grandiose. Et ils sont pas loin. Donc, il va falloir que Wentz soit un peu meilleur que ce qu'il a été ces 2 dernières années, mais il n'aura pas besoin d'être Deshaun Watson. Raphaël, c'est playoff, C'est toujours un peu compliqué parce qu'on est dans une opération qui ressemble. C'est un peu, il faut sauver le soldat Vance, quoi. Donc voilà, son mentor, ce qui semblait être son mentor, du coup, Frank Reich, est allé le sauver du bourbier dans lequel il s'était mis à Philadelphie. Je pense qu'il s'y était mis en partie. C'est pas que de la faute des autres non plus. Si effectivement Frank Reich arrive à obtenir ce qu'on a vu de Vance sur ses belles saisons, celle notamment où il était peut-être pas si loin que ça, enfin c'était pour certains médias un candidat potentiel au MVP, tout ça. Oui, c'est une équipe qui vise les playoffs. Enfin, on l'a vu l'an dernier, la défense est assez solide, les joueurs, il y a du talent des deux côtés du terrain, les schémas sont solides, le coaching a quelques défauts mais solide, donc ça vise les playoffs. Après, ouais, tout va se jouer sur Vance. Est-ce que c'est un Vance niveau Philip Rivers l'an dernier? Donc l'équipe, à mon avis, sera playoff, mais encore peut-être un peu limitée. Est-ce que c'est un Vance encore un peu au-dessus qui va pouvoir leur faire passer un cap? Ou est-ce que par contre c'est le Vance de l'an dernier qui, malgré une ligne offensive cool, et là, opération ratée par les Colts? Je sais pas. Bon, c'est un des paris de l'année prochaine en tout cas. Et ce sera une des curiosités du début de saison prochaine. Toujours chez les quarterbacks, Alex Smith a été coupé par Washington, qui n'a plus que Tyler Heinicke, qui est arrivé je crois en décembre dans l'effectif. Smith, en un mot, est-ce qu'il a une chance d'être titulaire ailleurs? Est-ce que c'est un des acteurs de cette free agency? Moyen pour Lucas, là, on dirait. Acteur, ça dépend. Second rôle, en tout cas, troisième rôle, pas forcément acteur principal. Après, comme on disait, les quarterbacks, c'est rare. Les bons quarterbacks, ça l'est encore plus. Un quarterback avec de l'expérience, j'ai l'impression que Alex Smith, désormais, il est dans une optique de déjà, je suis en NFL, je suis content, j'ai envie de transmettre mon expérience et si je peux rendre des services en jouant quelques matchs, je le ferai volontiers. Donc, c'est toujours un profil que les franchises recherchent, quitte à ce que ce soit une fois qu'un ou deux quarterbacks se soient blessés pendant la saison. Donc oui, je pense qu'il va continuer. S'il a envie, je pense qu'il trouvera une place en NFL. Ouais. Ça, c'est le concret. On a déjà vécu Est-ce qu'on a déjà vécu le plus gros de la free agency pour les quarterbacks? En fait, c'est ça ma question, parce que depuis février, j'entends oui, ça va être incroyable, tellement de rumeurs, la moitié, les 3/4, les 2/3, 90% des quarterbacks sont disponibles. Enfin, ça va de 0 à 100% si tu regardes Twitter. Mais est-ce qu'au final, on n'a pas vécu un peu le gros du truc? Parce que quand je regarde la liste des free agents, des vrais, de ceux qui peuvent signer avec qui ils veulent, c'est Jameis Winston, Andy Dalton, Jacoby Brissett, Ryan Fitzpatrick, Cam Newton. Et je suis sympa parce qu'ils sont officiellement quarterback NFL. Je vais dire Mitchell Trubisky, Tyrod Taylor et Joe Flacco. Je les donne sans ordre particulier. Est-ce qu'il y en a un pour vous qui est un titulaire là-dedans? Écoute, pour moi, Jameis Winston potentiellement peut être le plus titularisable dans cette liste, dans le sens où côté Saints, il connaît le playbook de l'an dernier. Drew Brees, a priori, ne devrait pas revenir. Il y a quand même des incertitudes autour de Taysom Hill. Donc, qu'est-ce que va décider Sean Payton? S'ils ont l'opportunité de re-signer Jameis Winston pas cher comme ils l'ont fait l'an dernier, est-ce qu'il n'a pas une chance quand même de récupérer ce poste de titulaire? Moi, je pense que oui. Voilà. Après, c'est vrai que les autres, c'est plus compliqué. Ça va dépendre un peu des drafts, de qui trouve quoi. Bon. Lucas, est-ce que tu as l'espoir Winston? Avant de faire parler la foudre derrière, je te laisse parler. L'espoir Winston, oui, pourquoi pas, oui. À New Orleans, c'est vrai qu'en tout cas, comme on disait, Drew Brees, on ne sait pas exactement, mais s'il s'en va comme on l'annonce depuis quelques temps, il va falloir qu'il trouve un remplaçant. Winston, pourquoi pas? On sait ce qu'il apporte, on sait ce qu'il fait de bien et de mal. Donc, en attendant de trouver mieux, peut-être qu'il peut être le titulaire l'année prochaine. Après, c'est vrai que tu parlais d'excitation au niveau des quarterbacks. Si on s'en tient uniquement à la free agency, il n'y en a pas. On n'est pas particulièrement excité, à part maintenant que Dak Prescott a signé. On ne l'est pas. C'est vrai que ce qu'on attend, ce qu'on espère peut-être ou pas pour certains, c'est des trades de gros noms.
Alors, Mais voilà. je me permets, avant qu'on arrive au trade, parce qu'on va en parler, mais juste moi sur Winston, j'avoue que je suis hyper dubitatif. Je sais que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui le voit comme en effet un éventuel titulaire, pourquoi pas une surprise, une énigme de la free agency, etc. Moi, je trouve que, comment il s'appelle, Sean Payton, il l'a montré assez clairement, sa décision l'an dernier, c'est il lui a préféré Tyson Hill. Ouais, oui. Partant de là, je vois pas, tu vois, en quoi il le voit. On va pas me dire qu'il lui fallait 1 an et demi pour préparer Jameis Winston à lancer le ballon quand même. Enfin, tu vois, il sait le Je sais faire. pas. Ouais, je sais pas. Est-ce que sur le moment, dans la truc pour les playoffs, il préférait pas donner la main à Hill qui connaissait un peu plus le playbook? J'en sais rien. Non, mais oui. Non, mais Tu vois, j'entends ce que tu dis. Non, mais ça se défend, hein, il donne la main à un mec qui est à peine quarterback, quoi. Donc, tu vois, Ouais. moi, encore une fois, Brady, il est arrivé, il n'a pas eu d'intersaison, il a joué jour 1 à Tampa. Si on me dit Ouais, que Winston, il n'est pas capable d'absorber un playbook au bout de 3 mois, parce que Breeze, il est absent quoi au bout de 3 mois, et que derrière, on lui fait pas lancer une passe. Enfin, pour moi, Winston, c'est un fantasme. Ça a toujours été, voilà, c'est un fantasme. Il a un gros bras, il peut faire plein de trucs et tout ça, mais on sait très bien que c'est une machine à turnover. Winston, Sean Payton, c'est un grand gourou. Il y a du vaudou à la Nouvelle-Orléans et tout, si on veut, hein, mais je pense pas qu'il y ait assez de puissance vaudou pour faire de Winston un joueur carré qui t'emmène au titre. Donc pour moi, du coup, pour répondre à ma propre question, parce que c'est mon ego qui veut ça, non mais du coup, ouais, Winston, Dalton, Brissett, bah, voilà, Newton, il est cramé, on l'a vu, Trubisky, Taylor, Flacco, ils sont cramés depuis 2 ans. Donc oui, il n'y a pas grand-chose dans cette classe, dans cette cuvée. C'est des remplaçants, quoi, des mecs qui peuvent te dépanner. Du coup, il reste, tu le disais, Lucas, et je vais du coup te redonner la main, Deshaun Watson, Russell Wilson. C'est ça l'espoir, en fait. Oui, ou même on parle de Garoppolo aux Patriots, C'est vrai. ça ferait un trade plutôt sympa et qui changerait pas mal de choses. Après, c'est vrai que on a parlé beaucoup d'Aaron Rodgers parce qu'il avait été un petit peu mystérieux, ça commence à se dissiper un petit peu, hein. Il devrait rester. Roethlisberger, pareil, devrait rester, mais c'est vrai que voilà, il reste Wilson, Watson. Allez, je dirais qu'un des deux reste, l'autre s'en va. Ah, donc toi, tu paries sur 1 sur 2. J'allais vous demander, est-ce que vous croyez à un des deux, aucun des deux? Raphaël, toi, alors, du coup, tu as un nom pour celui qui reste ou qui s'en va, ou tu dis un des deux? Pour moi, Wilson va rester. Après, je dis un des deux pour pas me mettre en danger, mais pour moi, Wilson, si tu m'obliges, je dirais que Wilson reste, Watson s'en va. Raphaël. Oui, forcément, on a presque envie, si on se place du côté fan neutre, on aurait presque envie que les deux bougent parce que ça nous ferait une intersaison absolument historique à ce niveau-là, avec deux franchise quarterbacks qui bougent en échange, deux des 5 meilleurs quarterbacks, j'ai envie de dire, de la ligue. Enfin, je pense qu'en termes d'années d'intersaison dans les annales, celle-là, elle serait très très haut placée. Et puis dans leur prime, parce que Dans leur Brady prime, et ouais. Rivers, l'année dernière, ils bougent, mais Oui, c'est ça, dans leur prime en plus. Donc, forcément, le côté un peu neutre, le côté régie publicitaire touchdown actu donne envie que ça se passe. Tu m'étonnes. Mais j'y crois pas tellement, en fait, même pour les deux, à vrai dire. Quand on voit l'importance des quarterbacks, tout ça, je vois pas comment une de ces deux franchises peut se laisser. Ou alors, faut vraiment une compensation folle. Pour deux quarterbacks de ce niveau-là, faut 3 premiers tours, un joueur de calibre titulaire en attaque, en défense. Enfin, pour moi, c'est quasiment imbougeable. Sauf si, ou alors, pareil, autre hypothèse, les mecs sont prêts à ne pas jouer vraiment et à boycotter. Mais alors, j'ai été, Mais là, j'ai été un peu en vacances, mais à quel moment c'est parti en latte complet sur Russell Wilson? Parce que moi, je reviens de vacances et on me dit il a 2 doigts de se faire échanger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? alors ça a commencé, il a dit bon, j'en ai un peu marre de prendre des coups. Après, il y a Pete Carroll qui a dit moi, je veux courir un peu plus l'an prochain. Et c'est parti en cacahuète totale. Mais alors, en vrai, c'est parti en cacahuète parce que c'est monté en épingle. Bah oui. C'est monté en épingle à gauche, à droite. Et par le camp Wilson, à mon avis, qui fait monter la pression. Je suis pas bien certain quand même que Seattle est dans l'idée de l'échanger. Enfin, à l'heure actuelle, faut être. Autant Watson, si ça va au combat ultime, parce que lui, il n'en peut plus de la franchise et que de toute façon, il sait qu'il va rien gagner. Bon, et Wilson, ça me paraît surréaliste d'imaginer qu'il bouge, quoi. Autant, je me rappelle, j'ai réécouté l'émission de l'an dernier, on disait qu'on avait été naïf parce qu'on n'avait pas vu Brady bouger. Mais là, franchement, Wilson, ce serait un cataclysme, quoi. S'il bouge, ce serait hallucinant. Et comme je dis, la compensation, elle serait folle, quoi. Parce que
Enfin, t'imagines le nombre de premiers tours de draft que Pete Carroll pourrait gâcher sur des defensive ends qu'on attendait au 4e tour. Oh la vache, ce serait incroyable. Après, les gars, vous dites compensation folle. À Houston, une compensation folle, c'est un 3e tour ou un 2e tour. Hein. Ouais, après. Enfin, il est parti, Bill. Ouais, mais il reste l'autre, là, Easterby. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà pour le point sur les quarterbacks et tout le reste. On va passer au top 10 du reste de la free agency. Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Parce qu'il n'y a pas que les quarterbacks dans la vie, nous allons parler du reste de la free agency. Messieurs, d'abord un petit point salary cap. On va essayer quand même de mettre un peu les choses au clair plutôt que de dire à chaque fois il pourrait aller à telle équipe, telle équipe, telle équipe. Déjà, je vais vous dire un peu qui a de l'argent et qui n'en a pas. Les Jaguars ont, au moment où on se parle, c'est-à-dire mardi 18h40, 72 millions disponibles dans la masse salariale. New England 72 aussi, New York Jets 72, les Colts 50, les Bengals 46. Le top 10 des équipes qui ont de l'argent. Derrière, on a Washington, les Raiders, Dolphins, Broncos, Texans. Ça, c'est le top 10. Les équipes qui sont à plus de 10 millions, il y en a 18, ça va jusqu'aux Lions. Et du côté des équipes qui n'ont vraiment pas d'argent, qui sont en négatif, il y en a quand même une tripotée. Hein. Les Saints sont dans le rouge total à moins 44, les Rams à moins 29, Eagles moins 25, Chiefs moins 18, Falcons moins 15, Packers moins 5, Giants moins 5, Bears moins 2, Vikings moins 2. Donc toutes ces équipes-là que je viens de citer, a priori, elles vont avoir du mal à se battre pour les mecs dont on va parler. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Messieurs, donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit top 10. On s'est soumis une petite liste préliminaire, on va dire, avant l'émission. On va essayer de classer les 10. Est-ce qu'on essaie de les mettre dans l'ordre ou est-ce qu'on fait un petit top 10 pas polémique où on met juste 10 mecs? On fait du classement, on fait du buzz. On peut tenter le classement, c'est toujours, ça n'a aucun sens, mais c'est drôle. Ok, donc qui est le numéro 1 de cette free agency? Donc, sachant qu'on a éliminé tous ceux qui ont été tagués. Ah non, d'ailleurs, il y en a un qu'on n'a pas cité dans les tags tout à l'heure parce que je n'avais pas mis à jour ma liste juste avant l'émission. Il a été tagué juste avant. Et là, je le vois dans le top 10. C'est Leonard Williams des Giants. Donc, on peut dire un petit mot. Il s'est complètement relancé avec New York. Il y avait un contrat à jouer. Je sais que, Raphaël, tu penses qu'il est un peu du genre à s'énerver quand il y a un contrat au bout. Là, en l'occurrence, il sort une saison à 11 sacs et demi, 57 plaquages avec. Je crois que c'est son record en carrière. Très, très grosse saison de Leonard Williams. Donc, tag et normalement contrat longue durée à venir selon NFL Media, si je ne dis pas de bêtises. Le tag serait vraiment un prétexte pour gagner du temps de négociation. Bonne affaire pour New York quand même sur le long terme. C'est un joueur qui s'est relancé. Le choix est logique de la part de New York. Il faut rappeler quand même qu'ils l'ont fait venir l'intersaison dernière contre un 3e tour de mémoire. Donc déjà, il s'était mis un peu dans une position, un 3e tour alors qu'il allait être libre de contrat à la fin de l'année. Donc il s'était mis dans une position quand même où pour ne pas perdre ce 3e tour, il fallait trouver une solution pour lui. Donc le choix est logique. Comme tu dis, il fait une bonne saison. Donc maintenant, c'est est-ce que du côté de New York, on a la confiance sur le fait qu'il va maintenir ce niveau-là, que ça l'a vraiment lancé avec ce nouveau système défensif, tout ça. C'est possible et je lui souhaite parce qu'on sait que c'est un joueur de talent. Moi, je remets pas tant en cause le talent que l'attitude chez les Jets qui était un peu branque-ballante et un peu branleur sur les bords. Et ça serait pas le premier joueur qui, en dernière année de contrat, te sort la saison et derrière se cache un peu plus. Voilà, j'ai quelques doutes là-dessus par rapport à l'attitude globale. Maintenant, et j'aime bien les Jets, donc désolé pour ça, ça serait pas non plus le premier qui, à New York, chez les Jets, était un peu comme ci, comme ça et qui derrière donne un peu de mieux parce qu'une fois que tu es sorti d'Adam Gaze et compagnie, la vie reprend du sens et voilà. Donc, bon, j'attends de voir. Reprend du sens, on dirait qu'il sort d'un confinement, le mec. Lucas, convaincu aussi par ce tag des Giants? Oui, convaincu. Il était dans notre potentiel top 10, donc c'est que c'était un joueur de haut calibre qui allait arriver sur le marché. Il l'est plus, c'est bien joué de la part des Giants. Et lui, comme disait Raph, ça a l'air d'être quelqu'un qui joue quand ça compte, donc il a bien fait. Alors, on va parler donc du top 10. Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient genre en évidence? S'il y en a un de vous deux qui a un nom, pour vous, c'est le numéro 1, incontestable, vous pouvez le donner.
Bah écoute, moi, depuis qu'il y a le franchise tag sur Godwin, du coup, que j'avais peut-être en 1, pour moi, mon joueur préféré là-dedans, c'est Allen Robinson, le receveur de Chicago, qui pour moi est absolument énorme. Depuis le début de sa carrière, il est passé à Jacksonville et chez les Bears. À chaque fois, il produit alors qu'il a des lanceurs de briques. Ah, tu peux le dire. C'est un homme qui a produit plus de milliards avec Blake Bortles et Mitch Trubisky. Voilà, donc pour moi, c'est le mec. Enfin, d'ailleurs, je serais pas étonné que d'ici la fin de soirée, Chicago le retienne via le franchise tag. Hein. Surtout Ouais. si Chicago a pour ambition de faire venir un Russell Wilson comme ça se murmure, tu peux pas laisser partir Allen Robinson. Donc bon, pour moi, Alors, c'est le meilleur joueur de cette free agency en termes de talent. Si tu le mets derrière un grand quarterback, à mon avis, il cartonne, mais c'est incroyable. il a 27 ans. Lucas, est-ce que tu mettrais Allen Robinson en 1? Si vous le faites tous les deux, je m'incline. Moi, je ne l'avais pas lui. Non, je ne l'avais pas non plus. Et Ouais. je pensais que Raph allait aller autre part quand il a dit que Godwin avait été tagué. Je pensais qu'il allait dire que du coup, on était quasiment sûr que Shaq Barrett allait devenir free agent. Et du coup, moi, je mettrais Shaq Barrett parce que ça fait 2 ans qu'il est au top. Il peut jouer dans pas mal de systèmes. Un pass rusher, c'est toujours important. Donc, moi, je partirais sur Shaq Barrett. Mais j'ai l'impression que, Alain, toi, tu partirais sur quelqu'un d'autre encore. Eh ben ouais, on en avait 3 différents. Moi, j'avais Trent Williams, qui est redevenu quand même un excellent left tackle. Alors, il a 33 ans, il est un peu plus vieux que les autres, mais c'est un poste capital. On a vu quelques mecs, dont Russell Wilson d'ailleurs, dont on parle beaucoup aujourd'hui, se faire découper cette saison ou en playoff. Je me dis que Trent Williams pourrait être numéro 1. Je suis un peu moins. J'aime bien Shaq Barrett aussi. Je pense que je pourrais te rejoindre sur Shaq Barrett s'il faut qu'on fasse des votes à 2 contre 1 pour faire le classement. Parce qu'il avait fait 19 sacs l'année d'avant, donc il partait de très haut. Il est à 8 pendant la saison régulière cette année, mais 4 en playoff. Il fait des très très bons playoffs quand on a besoin de lui. Donc moi, j'étais sur Williams à la base. Après, si moi je veux bien aller sur Barrett en 1, ça peut m'aller aussi. Raphaël, est-ce que ça te va? Oui, on peut aller sur Barrett. Juste pour rebondir sur Trent Williams, quand même, qui effectivement, est, à mon sens, on peut même déjà presque le mettre dans le top 3 pour moi, Trent Williams. Tu dis un peu âgé, mais au final, 32 ans maintenant en NFL, on voit des left tackle et je pense à genre à Andrew Whitworth, à un Joe Thomas qui est resté de mémoire jusqu'à ses 36 ans. Enfin, on voit qu'au poste de left tackle, on a des mecs capables d'aller un peu loin dans la trentaine. Donc potentiellement, la Trent Williams, tu peux le signer pour 3-4 bonnes années solides, avoir un protecteur sur le côté aveugle de ton quarterback hors pair. On a vu, il a réussi à Washington, il a réussi à San Francisco, donc il réussit peu importe le schéma, il réussit peu importe si l'attaque est basée sur la course, sur la passe. Donc pour moi, clairement, c'est un top 3 et on peut presque enchaîner sur lui si vous voulez en 2, 3. Enfin, je suis convaincu par Trent Williams aussi. Hein. Alors, Barrett, Williams, Robinson pour le top 3? C'est validé pour moi, messieurs. Raphaël? Ouais, très bien. Ça te va? Allez, Barrett, Williams, Robinson. Donc, je rappelle, Barrett, 28 ans, pass rusher, 8 sacs l'an dernier, mais 4 en playoff. Williams, 33 ans, offensive tackle. Robinson, 27 ans, receveur. Il est à 1250 yards l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en plus, c'est du très, très bon. Donc, on a le podium. Derrière, je vous donne quelques noms en vrac. Et là, on va commencer à classer Lavonte David, Bud Dupree, Joe Thuney, Anthony Harris, Aaron Jones, Kenny Golladay, Carl Lawson, Trey Hendrickson, qui a 13 sacs et demi quand même pour les Saints la saison dernière. Ça me paraissait être les principaux. Il y en a beaucoup d'autres. On parlera dans les bonnes affaires après. Est-ce qu'il y en a un qui a votre préférence pour la 4e place? J'avais aussi, donc j'ai dit qu'on a retiré Leonard Williams. On a aussi retiré du coup Chris Godwin de notre liste préliminaire puisqu'il a été tagué. Bud Dupree, c'est un très très bon pass rusher, mais qui s'est fait les croisés. Ça dépend de l'importance que vous accordez aux blessures. Joe Thuney, il y a énormément de régularité. Il est titulaire de tous les matchs des Patriots depuis 2016 quand il est arrivé. Aaron Jones, c'est 3 milliards en 2 ans et 30 touchdowns. Donc là, il y a du choix. Il y a Lavonte David, qui est un linebacker dont je sais que Raphaël l'apprécie pas mal. Parce que tu as toujours trouvé qu'il y avait une belle paire de linebackers du côté de Tampa. Alors, Raphaël, lequel dans tout ça, là, tu prendrais en 4? Pas facile, hein. C'est vraiment des bons joueurs. On a beaucoup de joueurs très solides depuis plusieurs saisons, comme tu l'as dit.
Peut-être que j'irais vers Lavonte David pour l'intelligence de jeu en plus qu'il apporte et à une équipe à mon sens. J'irais peut-être vers Lavonte David. En plus, Lucas, il me semble que tu es aussi un bon fan du joueur de mémoire. Ça fait pas mal de temps que tu le trouvais sous-coté. Et... Ah oui, pour moi, c'est peut-être le meilleur linebacker de la ligue. Allez, on va dire, il est dans le top 5. Il est vraiment, malgré son âge commence à être un petit peu avancé par rapport à d'autres, on va dire, surtout par rapport à Devin Bush qui était à côté de lui, qui est très jeune. Mais je le trouve très très fort, très intelligent, capable de tout faire, extrêmement polyvalent. Il a été très important dans le titre cette année. Ils vont potentiellement pas pouvoir le garder, donc il va arriver sur le marché. Et franchement, moi c'est un choix en 4 qui me va très bien parce que, comme tu dis, déjà, j'aime bien le joueur et puis surtout, je le trouve très fort et l'équipe qui va le prendre, elle va tomber sur un très bon joueur. 117 plaquages, 3 fumbles forcés, une interception, 6 passes défendues l'an dernier. Tu l'as dit, il a 31 ans, c'est peut-être le seul petit bémol pour moi de sa candidature. Il y a le petit risque de baisse pour un linebacker à cet âge-là, mais c'est pareil maintenant avec les bonnes conditions, les bonnes préparations. Et 4, ça me va aussi. Alors, on est en 4 pour Lavonte David. Est-ce que je vous propose Bud Dupree derrière? Moi, je l'aime bien. 8 sacs en 11 matchs l'an dernier, mais il y a la blessure. Non, Raphaël, pas d'accord. Ouais, moi, je le trouve haut. Sincèrement, je ne sais même pas bon. si… Alors, qu'est-ce que tu veux plus haut? Je ne vais pas te proposer Aaron Jones, c'est un coureur. Joe Thuney. Joe Thuney, ça me parle aussi. Joe Thuney, ouais, pourquoi pas. En fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est que, alors déjà sa polyvalence, on l'a vu cette saison avec toutes les blessures qu'il a eues sur la ligne offensive de New England. On l'a vu jouer garde, jouer centre. Enfin, de mémoire, il a même fait un match en left tackle. Je me demande s'il a pas joué un match en tackle à un moment pour dépanner vite fait. Il a une sacrée polyvalence et surtout, ça a jamais été peut-être le meilleur garde de la ligue sur une saison, mais je trouve qu'il a en fait, il a un plafond bas, j'ai envie de dire, un plancher très haut, en fait. Ouais. C'est peut-être pas le meilleur garde en termes de potentiel. Il aura jamais, à mon avis, le potentiel pour comparer dans la ligue d'un Quentin Nelson, qui, à mon avis, a un plafond plus haut, etc. Mais je trouve qu'avec Tony, tu sais ce que tu as et tu as du coup un plancher assez haut qui fait que tu seras pas déçu et il va tout de suite renforcer ta ligne. Ouais. Ou tu le mets jour 1, snap 1. Donc, bon, alors en 5 pour Joe Thuney, moi je suis d'accord, un lineman comme ça régulier qui sera tout le temps là, qui sera tout le temps solide, ça vaut une fortune. Donc Joe Thuney en 5. En 6, on arrive dans la deuxième partie de notre top 10. Donc, je vous rappelle, on a du Bud Dupree, du Anthony Harris, Aaron Jones, Kenny Golladay, Carl Lawson, Trey Hendrickson. Pardon. Après, si vous en avez un autre à me sortir du chapeau, vous pouvez. Est-ce qu'il y en a un là-dedans? Même plusieurs, là, si vous avez un enchaînement qui vous vient. Moi, je garde Dupree, mais on le met quand vous voulez. Anthony Harris, c'est quand même du safety solide. Aaron Jones, il a 26 ans. Alors, je sais que c'est un coureur, mais bon, c'est un très, très bon coureur. Moi, Dupree, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que peut-être dans le top 5, c'était un peu haut, mais même s'il sort des croisés, c'est un très bon pass rusher. C'est les mêmes arguments que j'avais pour Barrett tout à l'heure. Les pass rushers, c'est important dans toutes les équipes, peu importe le système. Après, c'est vrai qu'il était dans une ligne et dans un front seven qui était très fort à Pittsburgh. Et du coup, on peut imaginer qu'il en profitait, mais bon, c'est toujours la même chose. On peut aussi dire que les autres joueurs profitaient de sa présence quand il était là. Donc, je pense qu'il va toucher un gros chèque, à mon avis. C'est possible. Raphaël, est-ce que tu es prêt en 6 ou est-ce que tu veux qu'on le descende encore un peu? Non, mais en vrai, on peut le mettre où vous voulez parce que moi, je l'ai vraiment très loin, même d'un top 15. Donc, à partir de là, on n'arrivera pas à se mettre d'accord, en fait. Donc, oui, là, d'accord. Du coup, je vous le laisse, je vous le laisse là, pas de problème. Alors, dis-nous, ce qui te motive le plus, là, entre Anthony Harris, Aaron Jones, Kenny Golladay, Carl Lawson, Trey Hendrickson, si tu as le pognon pour en signer qu'un ou deux, là. Écoute, j'irais peut-être vers le safety des Vikings, Anthony Harris, qui me semble être un joueur très très solide, un safety assez polyvalent, dans la force de l'âge. Moi, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup cette classe de safety cette année en free agent. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a des bons coups un peu partout. On y reviendra même après, peut-être dans nos bonnes affaires, on va dire. Il me semble solide. Moi, sur ce que je vois depuis son entrée dans la ligue, c'est vraiment un des joueurs vers lequel j'irais le plus si j'avais de l'argent et ce besoin-là, clairement.
104 plaquages, 7 passes défendues l'an dernier, 6 interceptions en 2019, 3 en 2018. Moi, ça me va aussi. Joueur talentueux, si c'est au bon prix, ça me va très bien. Lucas, pour toi aussi, ça va? Ouais, pareil. Mais par contre, je regardais un petit peu la classe des safeties, justement. T'en parlais, Raph. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais justement, je la trouvais pas hyper profonde. En tout cas, dans le haut des safeties, je trouvais pas qu'il y avait d'énormes noms, puisqu'ils sont la plupart partis. Après, il y a eu 2 tags, ouais. Voilà. Et du coup, ça le rend encore plus de valeur, quoi. Ça lui donne encore plus de valeur, pour moi, il n'y avait pas grand monde. Donc, ouais, je suis d'accord avec vous. Bon, est-ce qu'on est cool avec Raphaël qu'on met même Harris en 6, Dupri en 7? Comme ça, on fait des compromis. Allez, vendu. J'ai vu la tête hocher dans le bon sens, hein, Lucas, c'est ça? Oui, je valide. Donc, Harris en 6, Dupri en 7. Donc, 8, 9, 10. Alors, encore une fois, la liste, elle a été un peu décapitée juste avant l'émission. Est-ce que Aaron Jones, il a le droit au top 10, par exemple, pour toi, Raphaël? Écoute, on est là pour donner son avis, donc moi, non. Il n'a même pas le droit au top 100. Non, mais pour moi, je remets pas en question le talent du joueur. Hein. C'est pas tant le problème. Et pour moi, il performe aussi parce qu'il a une énorme ligne offensive devant. Il a un système offensif où l'adversaire est d'abord concentré sur Aaron Rodgers et ouvre des brèches mécaniquement au sol. Mais voilà, après, c'est une question de stratégie, de conception, on va dire, de la free agency. Pour moi, aller offrir un gros contrat à un coureur, c'est vraiment pas vers quoi j'irais. Donc, je te donne un scénario. Est-ce que, par exemple, parce que non, mais on parlait d'équipes avec les Jaguars, par exemple, qui ont beaucoup de pognon. Si tu as un quarterback sur son contrat rookie, que tu peux te le permettre et que tu te dis, je vais lui apporter du matos. Je suis d'accord avec toi. Si je suis prétendant au titre, jamais je signe un running back à 10 millions, un truc comme ça. Mais dans une config où tu as plein d'argent et une équipe qui se bâtit. Moi, je ne vais pas dessus. Mais d'accord. Lucas? Regarde, l'an dernier, James Robinson, sans ligne, sans quarterback, leur rookie non drafté fait une saison incroyable. Donc. Et à quel point le delta que tu as avec un Aaron Jones à 8 millions de plus, à quel point ça transforme cette attaque, moi, j'ai un vrai doute dessus. Donc, bon. Et Cam Robinson est d'accord avec toi. C'est les 8 millions qui lui sont tombés à lui. Lucas, toi, tu signerais quand même Aaron Jones? Moi, je vais prendre le contre-pied, ouais, je le signe pareil, comme tu disais Alain, pas forcément une équipe qui est prétendante, mais une équipe qui a un quarterback sur son contrat rookie. Moi, je pensais aux Dolphins, qui ont grandement besoin d'un coureur dans une situation plutôt confortable c'est sûr qu'il ne sera pas comme aux Packers, mais il peut faire des stats aux Dolphins. Moi, si je suis les Dolphins, je me renseigne en tout cas. Bon, on le met en 10? On fait la fin d'abord. Allez, on fait la fin. Moi, je l'aimerais bien dans le top 10 aussi. Avec un petit astérix au-dessus, par contre. Allez, donc on a 7, on a 10. Il nous reste 8 et 9. Donc entre Golladay, Lawson, Trey Hendrickson. J'ai du mal avec Golladay parce qu'en fait, il a 2 belles saisons, mais il a que 5 matchs l'an dernier. Du coup, pour moi, Hendrickson, c'est un peu pareil. Il a une belle saison dans sa carrière. Ouais. C'est vachement tôt pour le… Et Carl Lawson, à l'inverse, lui, n'a pas des grosses stats, mais il a beaucoup de pression. L'an dernier, il a 64 pressions et 24 quarterback hits. Ouais. Ouais, Allez, moi, je prendrais… Tu sais quoi, je prendrais Lawson et Hendrickson. J'aime bien Golladay, mais je le laisserais juste derrière le top 10. Ouais, j'aurais pris Golladay, mais bon, c'est vrai que… Non, mais on peut aussi. Hein, En Golladay aussi, plutôt. Allez, deux Golladay. Donc, Golladay, et puis sur le pass rusher, alors vous voulez qui? Lawson ou Hendrickson? Hendrickson est plutôt jeune, non? Hendrickson, ouais, doit être plutôt jeune. Il sort de son contrat rookie. Il a dû être drafté… Moi, j'aurais pris Hendrickson, je pense. Après, c'est vrai que c'est le même problème que Dupri. Il profite le problème, en tout cas, c'est les mêmes interrogations. Il profite d'un beau front seven. On peut se dire que autre part, quand il sera la menace numéro 1, il sera un peu moins bon, mais j'aime bien en tout cas. Lawson 25 ans, Hendrickson 26. À peu près pareil. Ouais, pareil. Raphaël, tu prends qui? Moi, instinctivement, je serais plus allé vers Lawson, mais bon. C'est plus question de goût couleur. C'est pas forcément plus. Écoute, je serais allé sur Lawson aussi, donc on gagne. Très bien. Alors, restons sur Lawson. Alors, écoute. Allez, le top 10, ça nous donne donc Shaquille Barrett, Trent Williams, Allen Robinson, Lavonte David, Joe Thuney, Anthony Harris, Bud Dupree, Kenny Golladay, Carl Lawson
et Aaron Jones. Alors très rapidement, parce qu'on est déjà large au niveau du chrono, qui va où? Est-ce qu'il y en a qui bougent significativement? Parce que Aaron Jones semble sur le départ, mais c'est toujours dur à prédire pour un coureur qui va sortir l'argent. Robinson, ça pourrait être tagué. Shaq Barrett, Lavonte David. C'est vrai que ça va être dur de payer tout le monde du côté de Tampa ou d'un moment. Je pense qu'ils pourront pas. Ils gardent Godwin. Ça va être, à mon avis, les deux, au moins un des deux ne sera plus là. Et je miserai sur Barrett qui va prendre un gros contrat. Maintenant, dire où, c'est compliqué. Ils n'ont que 2 millions de dollars disponibles dans la masse salariale, les Buccaneers. Je rejoins Lucas. Moi, je pense que David est peut-être celui qui a le plus de chances de bouger parce que Todd Bowles peut peut-être se dire qu'avec White et Bush, il a déjà 2 très bons linebackers. En plus, peut-être qu'il peut avoir un peu plus confiance en son système et se dire qu'il peut trouver via la draft un autre jeune linebacker, peut-être un peu plus facilement qu'un Shaq Barrett. Mais je suis même pas sûr qu'ils arrivent à garder les deux. De toute façon, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Joe Tunney pour les Patriots, ça pourrait bouger aussi parce que justement ils ont fait venir Trent Brown. Donc il y a pas mal de mouvements possibles. Anthony Harris, il y a quand même du gros contrat avec Harrison Smith déjà et Minnesota n'a pas de place non plus dans la masse salariale. Bud Dupree, il y a la question de la blessure, donc qui rend toujours les questions incertaines. Kenny Golladay, est-ce qu'il pourrait être tagué d'ailleurs? Ah non, il vient d'être informé qu'il ne sera pas tagué d'ailleurs, Kenny Golladay, donc il sera libre. Et il pourrait donc avoir envie de se barrer de Détroit. Oui, il pourrait. Ouais, ça me paraît être un sentiment humain. Ça me paraît être un sentiment humain. Donc Carl Lawson n'a pas été tagué visiblement non plus. Donc c'est pareil, il pourrait avoir envie de bouger. Voilà, ça pourrait bouger pas mal. Petit jingle et puis on va parler de tout ce qui est bonnes affaires et donc de tout ce qui reste. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Le reste de la classe de Free Agency 2020 en NFL. Nous allons donc parler de tous les joueurs restants. Il y en a beaucoup, messieurs. Alors, il y a vraiment beaucoup de noms, même glamour, j'ai envie de vous dire, et beaucoup de noms intrigants. Je vais vous en balancer plein. Et là-dedans, vous me donnez 3 bonnes affaires. Alors, je les ai classés déjà. On a les vétérans. Richard Sherman, Jadevon Clowney, Yannick Ngakoue, T.Y. Hilton, Matthew Judon, Will Fuller, Melvin Ingram, le pass rusher des Chargers, Rob Gronkowski, Antonio Brown, Patrick Peterson, Ndamu Kongsu. Donc ça, c'est les vétérans. Allez, on va faire par catégorie. Une bonne affaire là-dedans. T.Y. Hilton. Ah ouais, moi je le trouvais un peu cuit sur la fin là. Après, je m'expliquerai après, mais si vas-y, vas-y, enchaîne. Tu peux t'expliquer maintenant. Moi, je pense que c'est sûr que c'est plus le T.Y. Hilton qu'on connaît, c'est plus le numéro 1. Et j'avais même, dans une équipe, j'avais même donné les Bucks. Parce qu'en fait, je l'imagine en numéro 2 dans une équipe qui a déjà un numéro 1 fort, voire très fort. Je pense qu'il ne va pas partir pour très cher. Je regardais, il parlait de moins de 10 millions la saison. Pour un très bon receveur numéro 2, ça peut se tenter. Bon, maintenant que les Bucks ont gardé Chris Godwin, je pense que ça ne sera plus le cas. Mais pour vous donner le schéma que j'imaginais, c'était ça. C'était T.Y. Hilton qui signait pas très cher pour une place de numéro 2, qui profitait d'un numéro 1 qui prenait beaucoup de place et qui faisait des stats. C'est pour ça que j'en parlais comme une bonne affaire. Ouais. Raphaël, quel vétéran tu veux? Écoute, moi, si j'avais le choix vraiment sur un de ces vétérans, je pense que j'irais vers Richard Sherman. Oui, c'est plus le shutdown corner qu'il a pu être. Oui, il est peut-être un peu plus limité maintenant sur les schémas dans lesquels il peut jouer. Maintenant, par rapport à beaucoup de défenseurs, il a un vrai avantage QI football, comme on pourrait dire. C'est un gros bosseur. C'est un vrai leader dans le vestiaire. Voilà, je pense que certaines équipes en manquent un peu de ça en défense et qui sont pas loin d'être des contenders playoffs, voire titres. Je pense que c'est le genre d'ajout que tu regrettes pas à la fin non plus. Dans une certaine mesure, je le comparais presque à un J.J. Watt dans ce genre d'apport terrain et plus qu'il peut avoir.
les 49ers n'ont finalement pas tant regretté quand ils l'ont fait signer. Pourtant, beaucoup avaient des doutes après ses blessures, tout ça. Il est très bien revenu, notamment la première année. L'an dernier, c'était peut-être un poil plus compliqué, mais bon, moi, c'est vraiment un joueur vers lequel j'oserais aller. Ouais. Eh ben, écoute, j'avais le même, Richard Sherman aussi, pour toutes les mêmes raisons que toi. Deuxième catégorie, les pas trop vieux. C'est-à-dire les mecs qui sortent un peu de leur contrat rookie ou un peu tout petit peu plus, mais qui sont pas trop vieux. Curtis Samuel, Juju Smith-Schuster, quand même, mine de rien, qui était un peu hypé avant. Will Fuller, Matt Milano, Jonnu Smith, Hunter Henry, Shaquille Griffin, Romeo Okwara, Corey Davis, Marcus Williams, Sammy Watkins, Sheldon Rankins ou Keanu Neal notamment. Là, on est autour de la 25-27N. Eh ben, je me lance. Moi, c'est Marcus Williams, le safety des Saints. On a les mêmes choix pour tous, je crois. C'est vrai. dont beaucoup se rappellent effectivement sa bévue en playoff face à Minnesota et Stephen Diggs il y a maintenant 3 ans, ou 3 campagnes de playoff au moins. Oui, le miracle de Minneapolis, c'était... Oui, c'est l'année où les Eagles sont champions, non ? Bah ouais, pour moi, ça fait au moins 3 ans. Mais bon, en tout cas, ça remonte quand même un peu. C'est un safety de seulement 24 ans qui est dans la ligue depuis 2017, qui a de l'expérience, qui, depuis qu'il est sur le terrain, à mon sens, est quand même parmi les meilleurs à son poste. Il est aussi solide contre la course. Cette saison, il avait quand même le plus haut pourcentage de passes forcées incomplètes lancées vers un safety. Je pense qu'à 24 ans, un joueur qui propose autant et qui a peut-être un peu moins la cote justement que Anthony Harris, que Justin Simmons, que Marcus May, tu peux l'avoir un peu moins cher et moi, c'est vraiment un ajout vers lequel j'irai sans hésiter. Bon, bah encore une fois, tout pareil. Moi, c'est bien, j'ai pas grand-chose à dire. Lucas, tu prends qui ? Du coup, moi, je suis plutôt attaque. C'est mon côté flashy, ça. Mais moi, ça serait plutôt l'attaque. Moi, c'est Jonnu Smith, le tight end des Titans. Parce que il fait pas. Alors après, voilà, moi, j'ai pris bonne affaire dans le sens un joueur qui peut ne coûter pas très cher et qui peut rendre ce qu'on lui paye. Il y a quelques équipes qui prendraient bien un tight end comme ça. Alors, il ne fait pas beaucoup de stats, mais ça fait 2 ans qu'il progresse. Ça fait, dans le jeu aérien, il est très bon. Après, il a un peu de problèmes au niveau des blocs, mais à côté d'une ligne très bonne, ça pourrait passer. Moi, j'ai noté les Bills, les Colts qui pourraient prendre ce joueur en tight end dans une cuvée qui n'est pas extrêmement profonde. J'avais noté Hunter Henry. Moi, je pense que ça peut être une bonne affaire, Jonnu Smith. Et on termine avec les autres. Alors là, il y a des bons joueurs qui sont parfois des énigmes, notamment, alors pas forcément une énigme celui-là, mais bon, je vous donne toute la liste. Corey Linsley, centre, Daryl Williams, tackle, Hassan Reddick, 26 ans, 12 sacs et demi pour les Cardinals l'an dernier, David Andrews, le centre des Patriots, Kawan Short en défense, ou Aldon Smith qui est revenu de nulle part l'an dernier. C'est un peu une liste fourre-tout, je l'avoue. Qui vous tente dans celui-là? Et là, pour le coup, il y a des beaux candidats. Alors, il y a une vraie énigme qui est Hassan Reddick quand même, avec ses 12 sacs et demi l'an dernier. Je ne l'ai pas vu dans des top 10, mais je l'ai vu haut dans certains classements. Ça demande à être confirmé, parce qu'évidemment, il y a l'effet très bonne saison juste avant un contrat. Mais dans les faits, bien utilisé, il a vraiment explosé l'an dernier. Donc, ça peut être un très bon joueur. Mais là, il y a une vraie inconnue sur son prix. Oui, parce qu'un pass rusher, ça coûte cher quand c'est très bon. On se base surtout sur les sacs. Il en a fait beaucoup l'année dernière. C'est vrai que c'est un peu une énigme. En plus, après, il le fait sans Chandler Jones, alors qu'on aurait pu se dire qu'il profitait de sa présence. Il le fait sans. C'est vrai que parmi, en tout cas, les pass rushers qu'on a cités, c'est pas un des premiers que j'aurais donné. Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. C'est un peu une énigme, comme tu dis, en tout cas. Raphaël, tu le tenterais? Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il a quand même un certain. Ouais, je sais pas. Pareil, c'est vrai qu'il explose tellement sur cette dernière année de contrat par rapport au reste de sa carrière que c'est toujours un peu inquiétant. Après, ça peut aussi être dans la progression de joueurs classiques dans une carrière. Donc c'est toujours un peu dur à juger. Ce qui m'embête un peu, c'est que je suis pas certain qu'il puisse facilement passer d'une 3-4 à une 4-3. Enfin voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément cette polyvalence-là. Je sais pas. Pourquoi pas. Alors, tu prendrais qui dans les autres? Dis pas Daryl Williams parce que c'est le mien. Non. Écoute, j'irai vers l'attaque et je tenterai peut-être le pari côté Tennessee du receveur Corey Davis.
qui de mémoire avait été drafté assez haut au moment de sa draft, premier tour, qui a jamais justifié ce choix-là de premier tour, mais qui malgré tout cette saison a sorti de grosses stats au point de devenir vraiment une des armes importantes dans le jeu des Titans. Voilà, un receveur physique qui joue bien dans la profondeur, qui s'est bien débrouillé cette saison sur les réceptions contestées. Je sais pas, je le trouve assez intriguant. Je me dis, est-ce qu'il n'a pas enfin atteint sa marge de progression? Est-ce qu'il n'est pas encore possible de le pousser un petit peu plus loin? Je me dis, sur une équipe qui cherche un receveur 2, un bis, qui veut tenter le coup, moins cher que les Robinson, Goladé, tout ça, pourquoi pas? Je pourrais me laisser tenter, moi, perso. Ok, Lucas, tu prends qui en dernier? Corey Linsley, le centre des Packers, c'est rarement une position dont on parle beaucoup, mais les quelques centres qui sont très bons, on les connaît et je pense qu'il en fait partie. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est important pour une franchise d'aller chercher. On parlait d'une très bonne ligne offensive aux Packers cette année. Je pense qu'il est l'une des raisons pour laquelle ça marchait bien. Donc, je ne sais pas s'il va rester, mais en tout cas, s'il ne reste pas, à mon avis, il va avoir des courtisans. Enfin, il va être courtisé en tout cas. Et du coup, moi, c'est lui que je prends. Ouais. Linsley, Williams et Andrews, moi les trois j'aime bien honnêtement. Si tu as un tarif intéressant, c'est ce qu'on disait un peu. Alors c'est pas du niveau de Joe Tenay, hein, mais c'est des mecs titulaires, expérimentés, qui vont t'apporter un truc solide, à peu près constant. Donc voilà, vous l'avez vu. Donc il y a beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de signatures. Rendez-vous à partir du 15 mars, sur le site parce que c'est la période de négociation. Mais on sait qu'en général les deals commencent à être annoncés dès le 15 mars. Et qu'au moment de l'ouverture de la free agency le 17 mars, c'est vraiment les officialisations dans la foulée. Un petit mot pour terminer, messieurs. Est-ce que cette cuvée de draft, de cette free agency, vous la trouvez intéressante, dense, plutôt pas mal? Parce que l'an dernier, on avait du gros glamour au top avec Tom Brady, Philip Rivers, etc. Là, moi, je la trouvais pas dingue au début. Finalement, il y a quand même pas mal de matos. Hein. Moi, je la trouve assez profonde, on va dire, en termes de niveau de joueur correct, bon. Ça manque peut-être de grandes stars sur le très haut du panier, mais je trouve que tu peux vraiment, à mon avis, en deuxième semaine de free agency, trouver encore des très bons coups. Et surtout, je me permettrai de rajouter, je pense que cette classe va s'étoffer parce qu'on l'a vu avec le salary cap qui descend, il y a quand même des équipes qui vont devoir faire des choix. Donc, d'ici l'ouverture de la free agency, on pourrait en plus avoir quelques autres vétérans qui rejoignent le chapeau, à signer à des contrats intéressants. Donc, je pense que c'est une draft qui, deuxième semaine, peut-être qu'en première semaine, les premiers jours, on ne va pas avoir de grosses signatures très flashy. Mais à mon avis, des signatures qui, en deuxième semaine, font la différence en play-off, je ne serais pas étonné qu'on en ait plusieurs. Ouais. C'est souvent les meilleurs. Lucas, confiant aussi? Oui, confiant, comme tu disais, il n'y a peut-être pas d'énormes noms, mais qui sont parfois des cache-misères, mais c'est vrai que c'est dense, c'est profond. Quand tu citais les listes, il y avait des noms, des fois je me disais, ah oui, c'est vrai, Melvin Ingram par exemple, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il est free agent, James Conner, le running back des Steelers. Bon, en tout cas, il y aura plein de joueurs sur plein de positions différentes, donc c'est vrai que ça va être intéressant, peut-être pas des gros noms flashy, mais ça peut durer, comme disait Raph, donc ouais, c'est intéressant. Eh bien, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 417 du podcast Touchdown Actu. Merci énormément à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. La liste s'est beaucoup allongée depuis le Super Bowl. J'ai du retard à rattraper. Alors, c'est parti avec Green Brace, Babouchkinov, Maël, Floch, Alexandre Chevret, Ririk Le Géant, Loïc, Guillaume Priol, Michael, Dimitri, Brafort 26, François Breton, Pogrinjek, Sébastien, Cyril VDW, Sgilmion, Merlu, PHD 44, Ben, François, Sapousse et Xavier. Merci à tous comme d'habitude et merci évidemment à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous écoutent et qui ne nous soutiennent pas forcément sur Tipeee, mais on vous aime évidemment tout autant. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le voulez, d'ailleurs en mettant des étoiles et des commentaires sur iTunes, enfin Apple Podcast. Je crois qu'on peut, je ne sais plus sur quelle appli, j'ai dit Podcast Addict aussi ou un truc comme ça. Enfin bref, n'hésitez pas, ça aide aussi énormément. Pour nous suivre, touchdownactu.com, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu, @Raphaël_TDA. Lucas, t'es sur Twitter ou pas? Des fois, j'y passe de temps en temps. Ouais. Voilà, quand je vois de la lumière. Tu veux faire de la promo d'un compte ou Elvola, tout simplement. Elvola. Bon. Atalin Mattei pour moi-même, je l'ai dit à TDActu pour le site. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous, c'était très sympa. Et écoute, un grand plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Raphaël.
Eh ben, merci à tous les deux également. L'actu de la NFL, on vous rappelle que c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. Il y a des émissions draft qui arrivent. Vous nous retrouvez très très bientôt. Toute l'équipe TD Actu. Merci à tous. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Trocas Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.